On pense souvent que pour bien parler en public, il faut une sorte de talent inné, un charisme qu'on a ou qu'on n'a pas. Oui, comme si c'était magique. Exactement. Mais si c'était tout le contraire, si les plus grands orateurs étaient, à la base, complètement terrifiés. C'est une idée contre-intuitive. Tout à fait. Et aujourd'hui, on se plonge dans un livre qui a plus de 100 ans, The Art of Public Speaking, et qui défend une idée assez radicale. La confiance, ce n'est pas le point de départ, c'est la conséquence. Ah oui, Pour donner une idée, on apprend dans nos sources que des légendes comme Daniel Webster, un des plus grands orateurs américains, a littéralement dû s'asseoir sans finir son tout premier discours. incroyable. Il était paralysé par le trac. Ça change la perspective, non? Ah bah ça change tout. Et c'est là que ce livre est génial. Ce n'est pas un manuel technique qui vous donne une liste de hacks pour avoir l'air sûr de soi. Non, c'est plus profond. C'est une approche beaucoup plus profonde. L'idée centrale, c'est que la parole n'est que le prolongement de ce que vous êtes, de ce que vous pensez et de ce en quoi vous croyez. Le pourquoi avant le comment. Exactement. Le pourquoi on parle est 1000 fois plus important. Du coup, on va explorer ça en 3 temps. D'abord, on va voir comment construire les fondations, ce qu'il se passe dans la tête. D'accord. Ensuite, on regardera les outils, les mécaniques pour que le message passe bien. Et enfin, on touchera au cœur du réacteur, la force de l'émotion. Super programme. Alors, allons-y pour les fondations. Le premier conseil du livre pourrait sembler évident, mais c'est la base de tout. Il faut le répéter. Pour bien parler, il faut avoir quelque chose à dire. Vraiment quelque chose à dire. Une citation des sources m'a marqué. Le problème de nombreux orateurs, c'est qu'ils se présentent devant un public l'esprit vide. C'est tellement vrai. Et un esprit vide, il se remplit vite avec des angoisses. Est-ce que ma cravate est droite? Est-ce que j'ai l'air intelligent? Je suis sûr que je vais me planter. La spirale de la peur. C'est ça. Et pour éviter ça, le livre donne 3 axes. 1. Se cultiver, avoir ses propres idées. 2. Maîtriser sa volonté pour que l'extérieur reflète l'intérieur. Et 3. Le plus simple, on apprend en parlant. Faut se jeter à l'eau, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment la hiérarchie qu'il établit. La technique vocale, les gestes, tout ça, c'est du bonus. C'est secondaire. Complètement. Ça ne sert à rien si les 2 premiers points ne sont pas là. C'est comme vouloir mettre une carrosserie de Ferrari sur un moteur de tondeuse. J'aime bien l'image. Et ça nous amène directement à cette fameuse question de la confiance. Le livre met en garde contre la fausse confiance, la vanité. Il dit « Le premier signe de la grandeur, c'est quand un homme n'essaye pas de paraître grand. D'accord. Mais alors, l'idée d'oublier son soi en se concentrant sur un objectif plus grand, c'est une belle philosophie, mais est-ce que c'est vraiment réaliste? » C'est une excellente question. Quand on est face à 500 personnes, notre soi a tendance à crier très très fort. Ben oui, et c'est le nœud du problème. Le livre ne dit pas « ne pense pas à toi ». Il dit « pense tellement fort à autre chose que tu n'auras plus de place pour penser à toi ». Ah, c'est subtil. La clé, c'est l'absorption totale dans le message. Il donne une phrase magnifique, hein. Il y a des choses dans ce monde plus grandes que soi. Et en travaillant pour elles, le soi sera oublié. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la préparation n'est pas juste d'apprendre un texte par cœur. C'est de s'immerger dans son sujet jusqu'à en être obsédé, passionné. D'accord. Quand on est convaincu que l'idée qu'on partage peut vraiment changer quelque chose pour les gens qui nous écoutent, notre trac personnel devient secondaire. On devient un messager, plus un acteur. Exactement. On n'est plus un acteur qui veut des applaudissements, on devient un messager. Et le messager se fiche de ses cheveux, il se soucie de son message. Je vois. La confiance n'est pas quelque chose qu'on se force à avoir, c'est le produit dérivé de la passion pour son sujet. C'est ça. D'accord, donc la base, le pourquoi, c'est d'être habité par son message. Mais la passion brute, ça ne suffit pas. Si on marmonne dans sa barbe, même le message le plus puissant se perd. J'imagine que le livre donne quelques outils. Bien sûr, une fois que le moteur est chaud et puissant, il faut une bonne transmission. Et là, on entre dans les mécaniques. Le premier outil, c'est l'emphase. L'emphase. C'est-à-dire l'art de donner du poids à certains mots. Prenez la phrase « Le destin n'est pas une question de chance, c'est une question de choix ». Ok. Lui à plat, elle est informative, mais si on appuie sur destin, pas, chance et choix, elle devient une affirmation puissante. On guide l'oreille et donc la pensée. C'est une sorte de surligneur vocal, et il y a aussi le rythme, le tempo, comme dit le livre. L'analogie est très parlante. Oui, celle du chariot.
dictation. Un discours qui a toujours le même rythme, C'est épuisant. c'est comme conduire une voiture bloquée en secondes, c'est épuisant pour tout le monde. Et puis, il y a la musique de la voix, le pitch, sa hauteur. Grave ou aigu? Voilà, le principe est simple. Un grand changement d'idée appelle un grand changement de ton. Le livre donne un exemple un peu daté, mais qui illustre bien l'idée. Je crois que je vois lequel. Avec des mots en majuscule pour une voix grave et en italique pour une voix aiguë. Il a fait retentir une trompette qui n'appellera jamais à la retraite. Bon, il faut peut-être adapter le style aujourd'hui, sinon on risque de faire peur à ses collègues, mais je vois l'idée. Absolument. L'idée, c'est de ne pas être monotone. Mais au-delà de ces outils, il y en a un que le livre présente comme une arme secrète. Ah, Une arme que notre époque a presque totalement oubliée. La pause, le silence. c'est drôle, aujourd'hui on a l'impression que le moindre silence dans une vidéo ou un podcast est vu comme une erreur technique. Exactement. Et ce livre nous rappelle que c'est une folie. Il dit que le silence crée le suspense et donc la valeur. L'analogie du cirque est incroyable. Raconter, Un petit chien qui court et fait son salto arrière d'un coup, c'est mignon. Mais un petit chien qui s'arrête juste avant, qui regarde son maître, qui hésite et qui fait son salto, il reçoit une ovation. ah oui, l'attente, L'attente a créé la valeur de l'acte. Le silence force l'attention. Et c'est un outil qu'on a complètement perdu à l'ère des Reels et de TikTok où chaque seconde de silence est un échec. c'est fou. Ce livre nous rappelle que le silence n'est pas un vide, c'est une arme de persuasion massive. C'est incroyable, je n'y avais jamais pensé comme ça. Le silence, c'est exactement ce que fait un auteur de polar avant de révéler le coupable. C'est un outil de narration. Précisément. Et il a une deuxième fonction vitale, la digestion. La digestion. Le livre utilise une métaphore agricole parfaite. Une pluie torrentielle, un déluge, ça ruisselle sur la terre sèche, ça l'érode, mais ça ne la nourrit pas. D'accord. Pour que l'eau pénètre et nourrisse les racines, il faut un crachin, une pluie fine et lente. C'est pareil pour les idées. Un orateur qui parle trop vite, sans pause, déverse un torrent d'informations qui ruisselle. Rien ne rentre. À rien ne rentre. Les pauses sont le crachin, qui permettent aux idées de s'infiltrer, d'être comprises et de germer. Un diacre cité dans le livre priait ainsi. « Seigneur, ne nous envoie pas un déluge, donne-nous juste un bon vieux crachin. » J'adore l'image. C'est tellement juste. On a donc des fondations solides, des outils pour varier la musique du discours. Mais il manque encore quelque chose. L'étincelle. L'étincelle. Ce que le livre appelle la force et l'émotion. C'est ce qui fait qu'un discours nous prend aux tripes. Le livre donne des conseils très concrets, notamment sur le choix des mots. C'est le fameux principe « less is more ». Déjà à l'époque. C'est fou, non? Il dit « Préférez les mots simples aux mots compliqués, les mots courts aux mots longs, les mots spécifiques aux mots généraux. Jongler a plus de force que prestidigité. C'est plus direct. Fin est plus brutal que terminaison. C'est l'économie au service de l'impact. Chaque syllabe en trop affaiblit le propos. Mais la simplicité seule, ça peut paraître un peu froid. Comment on y ajoute de la chaleur, de l'énergie? Le livre répond « l'enthousiasme ». Et il est catégorique. L'enthousiasme est contagieux. Ah, ça c'est sûr. Il cite l'écrivain Emerson. Rien de grand n'a jamais été accompli sans enthousiasme. Et l'anecdote sur Napoléon est incroyable. Celle des Alpes? Oui. Ses troupes sont au bout du rouleau, épuisées. Il ordonne à la fanfare de jouer la Marseillaise. Et là, l'énergie revient, les soldats se redressent, et il n'y a plus d'Alpes. C'est une illustration parfaite de la puissance de l'émotion. La question qui tue, c'est évidemment comment on fait pour être enthousiaste sur commande à 9h du matin pour une réunion budget. Bonne question. Et la réponse du livre est, encore une fois, sans concession, on ne le fait pas, on ne le feint pas. Tenter de jouer l'enthousiasme est la pire des choses à faire. C'est contre-productif. Totalement. La clé, c'est la sincérité. Il faut entrer dans son sujet, dit le texte, au point que ce soit le sujet qui nous possède. C'est seulement là que l'émotion devient authentique et donc transmissible. Donc ce n'est pas une technique de fake it till you make it, il faut vraiment le ressentir. Exactement. L'exemple du discours sur l'Ulster est bouleversant. Des avocats brillants font des discours très argumentés, très techniques, sur la situation en Irlande du Nord. Le public est poli, mais pas touché. D'accord. Et puis un simple employé se lève. Il ne cite pas de chiffres. Il parle de son enfance en Ulster, de sa mère, des chansons qu'elle lui chantait. Sa voix tremble. On sent que chaque mot vient du plus profond de lui. Et là, Et il électrise la salle. Pourquoi ?
parce que c'était vrai. Cette authenticité brute a eu plus d'impact que toutes les démonstrations logiques. C'est puissant. Et ça nous amène à la définition de la sincérité selon l'historien Carlyle, que le livre adore citer. La vraie sincérité est inconsciente. Inconsciente. Oui, dès qu'on se dit « Ah, là, je suis en train d'être sincère », on joue un rôle. La sincérité la plus puissante, dit-il, est d'un genre dont le grand homme ne peut parler. C'est une conviction qui est devenue une seconde nature. Cette sincérité profonde, elle ne peut pas apparaître par magie le jour J. J'imagine qu'elle vient d'une préparation intense en amont. C'est la suite logique. Le livre aborde les différentes méthodes, lire son texte, l'apprendre par cœur ou improviser à partir de notes. Et il a une préférence ? Il déconseille fortement d'apprendre par cœur mot à mot, car on risque de sonner comme, je cite, « une démonstratrice de grand magasin qui répète son baratin ». On perd toute spontanéité. On l'a tous vu, cet orateur qui a un blanc et qui panique parce qu'il a perdu le fil de son texte appris par cœur. C'est le piège. Le vrai secret, pour le livre, c'est de développer ce qu'il appelle une réserve de puissance. Une réserve de puissance. L'idée de ne jamais arriver devant son public avec juste assez de carburant pour son discours. Il faut avoir des réserves immenses. L'analogie est celle du puits artésien. Expliquez. L'eau ne jaillit pas avec force grâce aux petits tuyaux à la surface, mais grâce à la pression immense de la nappe phréatique souterraine. Pour un orateur, cette nappe, c'est tout ce qu'il sait sur le sujet, bien au-delà des 20 minutes qu'il va présenter. C'est fascinant. Ça explique parfaitement pourquoi les meilleures conférences TED ne sont pas celles qui sont les plus répétées, mais celles données par des gens qui ont passé 20 ans à étudier leur sujet. C'est totalement ça. On ne sent pas le script. On sent le poids de 20 ans de réflexion derrière chaque phrase. C'est ça la réserve de puissance. C'est ça. Et comment on la construit, cette réserve de puissance ? Par deux activités, la pensée et la lecture. D'accord. Le livre a une définition très pragmatique de la pensée. C'est faire de l'arithmétique mentale avec des faits. C'est-à-dire non pas accumuler passivement de l'info, mais la connecter, la comparer. La structurer. Voilà, la structurer pour en faire une chaîne de raisonnement qui nous est propre. Et la lecture, elle, est le carburant de cette pensée. L'esprit a besoin d'un livre pour allumer ses facultés, comme une allumette enflamme le petit bois dans l'âtre. La lecture ne nous donne pas la pensée. Elle allume la nôtre. C'est une très belle image. Et le livre ajoute une mise en garde d'une modernité folle. Il faut vérifier ses sources. Déjà à l'époque. Déjà. Ne jamais accepter « je l'ai lu dans un livre » comme une preuve. Il faut se demander qui est l'auteur. Est-il une autorité reconnue ? C'est un appel à l'esprit critique qui est sans doute plus vital aujourd'hui qu'il ne l'était à l'époque. Donc si on résume, l'art de parler en public, vu par ce classique, c'est beaucoup moins une affaire de technique de scène que de travail intérieur. Tout part de l'intérieur. Il faut d'abord avoir quelque chose de fondamental à dire, ensuite le ressentir avec une sincérité totale qui vient d'une préparation immense, et seulement après, les outils comme la voix, le rythme et les pauses viennent servir cette intention. C'est la technique au service du fond, jamais l'inverse. C'est la grande leçon. Tout à fait. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse pour notre époque. Le livre place cette sincérité inconsciente, non calculée, au sommet de tout. Mais comment on fait aujourd'hui ? C'est compliqué. On vit dans un monde où notre image est constamment construite, gérée, optimisée pour les réseaux sociaux, pour notre personal branding. On nous apprend à performer l'authenticité. C'est vrai. Dans ce contexte, cette forme de sincérité brute, presque naïve, dont parle le livre, est-elle encore possible ? Est-elle même désirable ? Et si oui, comment peut-on la cultiver sans qu'elle ne devienne elle aussi une stratégie de communication de plus ? C'est une question qui reste ouverte.